Bonsoir tout le monde. Vous êtes la bienvenue à cette autre opportunité de décrypter l'actualité internationale. Et pour la circonstance, nous voudrions partir de la récente visite du président ghanéen John Dramani Mahama auprès des États de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire l'AES, pour solliciter le retour de ces nations au sein de la CEDEAO. Cette visite, ou alors ces différentes visites, ces différents déplacements du président ghanéen, nous offrent l'opportunité de comprendre ce que c'est que l'AES, sa constitution génétique, comprendre les conditions qui ont milité en faveur de sa structuration et évidemment comprendre les perspectives de l'AES. Parce qu'à la réalité, et vous le découvrirez lorsque nous allons amorcer le développement, le corps de notre réflexion, vous constaterez que nous mettrions en exergue le fait qu'il s'agit d'une confédération dont la capacité d'action est limitée au sein du système mondial. Et nous allons mettre en exergue le fait que cette alliance s'efforce de renforcer son autonomie afin de résister à l'exploitation et de diminuer sa dépendance vis-à-vis d'un système international largement dominé par les puissances occidentales, notamment les anciennes puissances coloniales telles que la France et les institutions financières internationales, représentant ainsi l'ordre mondial unipolaire. Donc, cela souligne des enjeux stratégiques profonds et complexes. Et il est important d'emblée de comprendre que les motivations de création de l'AES vont largement au-delà du simple fait de se débarrasser de la manipulation de l'ancienne puissance coloniale, c'est-à-dire la France. Une telle perspective rendrait étroit l'horizon de cette alliance. Cette alliance, ses ambitions outrepassent cette volonté simpliste qu'est la délivrance de la manipulation et du diktat français. Donc en introduction, sachez que après sa visite à Bamako samedi, le président ghanéen John Dramani Mahama s'est rendu à Niamey ce dimanche 9 mars dans le cadre d'une mission diplomatique visant à établir un dialogue entre la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la CEDEAO, et les trois nations de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, qui ont récemment quitté l'organisation ouest-africaine. Il se présente comme un émissaire de réconciliation. Depuis son élection, en décembre dernier, John Dramani Mahama a clairement exprimé son désir de voir le Mali, le Niger et le Burkina Faso réintégrer la CEDEAO. Il est donc désormais officiel que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne sont plus membres de la CEDEAO. Les trois pays de l'AES avaient annoncé leur retrait le 28 janvier 2024 avec effet immédiat. Selon les statuts de la CEDEAO, un délai d'1 an était prévu pour ce processus. À partir du mercredi 29 janvier 2025, les deux parties considèrent donc ce retrait comme effectif. D'un point de vue empirique, l'AES se présente comme une confédération d'États dont la capacité d'action est limitée au sein du système mondial. Voyez-vous, cette alliance s'efforce de renforcer son autonomie afin de résister à l'exploitation
et de diminuer sa dépendance vis-à-vis d'un système international largement dominé par les puissances occidentales, notamment les anciennes puissances coloniales telles que la France et les institutions financières internationales, représentant ainsi l'ordre mondial unipolaire. Cela, la réalité, souligne des enjeux stratégiques profonds et particulièrement complexes. Oui, cette focalisation sur la France, c'est-à-dire la volonté de se débarrasser du joug de la France par la plupart des observateurs, non pas par les États membres de l'AES, restreint l'ambition de leur vision, car leur quête de souveraineté dépasse les limites imposées par l'ancienne puissance coloniale. Alors que l'Occident a longtemps été considéré comme un modèle à suivre, le reste du monde remet en question cette prétendue supériorité culturelle et aspire à affirmer sa propre identité et voix. C'est dans ce contexte que l'émergence des BRICS se présente comme une alternative pragmatique, orientée vers la multipolarité à laquelle aspire le reste du monde, favorisant ainsi l'unité du Sud global. Donc, il est capital de comprendre l'écologie globale qui favorise l'éruption des alliances telles que l'AES. C'est la raison pour laquelle nous vous expliquions tantôt qu'il est nécessaire de se débarrasser d'une perception étroite, figée sur le sentiment anti-français comme alibi fondamental ayant généré l'AES. Parce que cette dynamique mondiale, c'est elle qui encourage la formation d'unions telles que l'AES. Il est clair que les États membres de l'AES s'orientent vers une multipolarité, laquelle vise à établir une approche plus inclusive et concertée, où différents pays et régions collaborent pour élaborer des solutions communes. Ainsi, pour appréhender cette problématique, il est essentiel d'examiner les circonstances ayant conduit à cette situation. Parce que voyez-vous, et c'est le 6e secrétaire général des Nations Unies qui le disait, les crises ont des origines profondes. Pour pouvoir donc les analyser, il faut s'astreindre de faire preuve de légèreté et de superficialité. Il faut être méticuleux et se livrer à une archéologie pour dégager les pulsions et les véritables motivations. Et c'est ce travail que nous voudrions faire. Sachez donc que l'Alliance des États du Sahel a émergé en réponse à l'inefficacité des mesures sécuritaires, à la faible solidarité et à l'abandon perçu de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la CEDEAO, face à la menace terroriste ainsi qu'aux sanctions économiques jugées imprudentes et même hâtives. D'où l'accusation d'être inféodé à l'ancienne puissance coloniale, c'est-à-dire la France. Sans oublier la menace d'intervention militaire au Niger. L'AES a été fondée donc le 16 septembre 2023 avec la signature de la charte de l'Iptako-Gouma par les États du Burkina Faso, du Mali et du Niger, 3 pays partageant historiquement la région transfrontalière de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, d'où provient le nom symbolique de la charte. Stratégiquement, l'AES constitue un bloc de défense collective et d'assistance mutuelle destiné à contrer toute intervention militaire de la CEDEAO ou toute menace extérieure, y compris le terrorisme, tout en visant une intégration économique sous-régionale. C'est important de comprendre ces bases parce qu'il planait effectivement
une menace d'intervention militaire de la CEDEAO, d'où la nécessité de l'appréhender en approche constituée, collégiale si vous voulez. Donc, ce choix stratégique est renforcé par des similitudes dans les données économiques et territoriales. Plus de 2 millions de kilomètres carrés, démographique aussi. 71,5 millions d'habitants selon les données de 2022, ainsi que par une continuité sociale et culturelle et une histoire partagée. Vous voyez, il y a un certain nombre de dynamiques à la fois politiques, démographiques, culturelles et territoriales, comme nous l'avons dit à l'introduction, qui se mobilisent pour justifier les conditions idoines de création d'une alliance. Et lorsque vous analysez cette affaire de l'AES, vous constatez que les données empiriques et les prétextes empiriques sont largement foisonnants. Ceci suscite un sentiment de rejet donc envers l'ancienne puissance coloniale et un désir de véritable souveraineté. La création de l'AES représente un tournant géopolitique majeur dans la région du Sahel. Elle ne se limite pas à une réponse rationnelle à un environnement régional instable, mais exprime également le désir commun des trois États de renforcer leur souveraineté et de coordonner leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Fruit d'une frustration croissante envers les partenaires occidentaux traditionnels, principalement la France, l'AES symbolise la quête d'alternatives stratégiques et de nouveaux alliés sur la scène internationale. Plusieurs initiatives ont été mises en œuvre, notamment des réunions et des projets visant à faire avancer l'Alliance vers les statuts d'une confédération, avec l'ambition ultime d'une fédération. Dans ce contexte, le 28 janvier 2024, les pays de l'Alliance ont annoncé leur retrait de la CEDEAO. Le 15 février, une réunion des membres de l'Alliance a eu lieu à Ouagadougou, c'est-à-dire au Burkina Faso, posant les bases idéologiques et techniques de la création d'une confédération. Le 6 mars, l'Alliance a également annoncé la formation d'une force conjointe antiterroriste et en mai, elle a finalisé le projet de traité, établissant la confédération de l'Alliance avec pour objectif d'institutionnaliser et d'opérationnaliser l'AES. Récemment, le 6 juillet 2024, l'année dernière, le premier sommet de l'AES s'est tenu à Niamey, au Niger, où le traité établissant la Confédération des États du Sahel a été adopté. Ce sommet a également abordé des questions et des défis communs aux trois pays, notamment la sécurité, la défense, le terrorisme, ainsi que les échanges économiques, commerciaux et culturels. L'AES ambitionne également de créer une union économique et monétaire ainsi qu'une monnaie propre fondée sur les ressources naturelles des pays membres de la Confédération. Il convient de noter qu'auparavant, une réunion des ministres de l'économie et des finances des États membres de l'AES s'était tenue à Bamako le 25 novembre 2023, visant à promouvoir le développement économique dans la zone de l'AES. Laquelle réunion a recommandé, entre autres, la création des projets structurants dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, des transports et de la sécurité alimentaire, ainsi que l'établissement d'un fonds de stabilisation
et d'une banque d'investissement par la suite. Une réunion des ministres des Affaires étrangères a eu lieu le 30 novembre et 1er décembre 2023, toujours à Bamako, où il a été recommandé aux chefs d'État membres de procéder à la création d'une confédération. Cela dit, cette analyse nous permet également de saisir, après avoir posé les bases qui ont milité en faveur de la création de l'AES, ainsi que les réunions structurelles. Ça nous permet d'appréhender une autre problématique, sœur à la problématique principale. C'est la nécessité cruciale d'une réforme au sein de la CEDEAO. Vous voyez, la conjoncture actuelle au sein de cette organisation illustre les défis sécuritaires, économiques et politiques persistants auxquels la région est confrontée. Cette situation pourrait se transformer en une opportunité donc pour la CEDEAO de réviser son modèle d'intégration en mettant l'accent sur la création d'une CEDEAO du peuple, visant à stimuler les investissements et à renforcer l'intégration économique. Par ailleurs, il est impératif de promouvoir le dialogue et d'encourager une coopération accrue en matière de sécurité avec l'AES. Enfin, il est essentiel d'adapter les politiques d'intégration et de coopération régionale à un environnement en constante évolution. Interrogeons-nous maintenant sur le rôle de la Russie, de la Chine, de la Turquie, des grandes puissances qui s'intéressent à l'Afrique de manière générale et particulièrement à l'AES. Les relations croissantes entre ces deux puissances, c'est-à-dire la Chine et la Russie, et les gouvernements émergents du Burkina Faso, du Mali et du Niger signalent à la réalité une reconfiguration géopolitique significative en Afrique de l'Ouest. Il est important de souligner que la Chine et la Russie se positionnent comme des partenaires stratégiques essentiels pour ces nations. Les dirigeants de l'AES ont décidé de prendre en main leur destin, s'éloignant des partenaires superficiels et inefficaces pour se tourner vers des alliés sincères tels que la Russie, la Chine, sans oublier la Turquie. Ces collaborations ont permis aux pays de l'AES de renforcer leurs capacités militaires et de mener des opérations efficaces contre les groupes terroristes armés. L'engagement de la Turquie et de l'Iran dans la dynamique sahélienne s'inscrit dans un mouvement plus large de la diversification des partenariats internationaux par les États de l'AES sans être confrontés à l'enjeu de la jalousie de l'ex-puissance coloniale qui, elle, a toujours tendance à faire preuve de grande jalousie sans nécessairement justifier la nécessité de son monopole. Pas d'effet concret. L'influence russe est également palpable sur l'ensemble du continent, avec une présence plus marquée en Afrique francophone et au Sahel, en particulier après le retrait des troupes françaises de la force Barkhane du Mali en août 2022. Avec près de 3000 soldats déployés depuis 2013, la force anti-djihadiste française a dû faire face à une montée du sentiment anti-français, lequel sentiment même était consécutif à une politique internationale maladroite, condescendante et arrogante du président français Emmanuel Macron. Ce dernier s'étant particulièrement démarqué par une politique de communication fondamentalement paternaliste envers les pays africains. Et il a du mal à s'affranchir de cette tendance. Par exemple, ici même à Yaoundé, je n'oublierai jamais
son audace de venir nous prêcher un message, un sermon d'animosité contre la Russie. Vous vous rendez compte, vous transplantez vos inimitiés et vos ennemis envers d'autres nations souveraines. Ainsi, en septembre 2022, les nouvelles autorités burkinabées ayant récemment pris le pouvoir ont également exprimé leur volonté de renforcer leurs liens avec la Russie en réponse aux manifestations contre la présence française. Donc, depuis 2010, la Russie a intégré le continent africain dans sa politique étrangère, se positionnant comme une alternative pour les États africains déçus par les alliances occidentales, tant sur le plan politique que militaire, à travers une stratégie fondamentalement hybride. La Russie cherche ainsi à soutenir l'AES, notamment en matière de sécurité, de formation militaire et de coopération économique. Le groupe paramilitaire Wagner est actif au Mali, par exemple, participant à des opérations militaires, mais est progressivement remplacé par le Corps d'Afrique, une nouvelle entité militaire représentant officiellement la Russie sur le continent. Ce corps prend en charge l'architecture de sécurité, établie par Wagner sous une structure de commandement centralisée au sein du ministère russe de la Défense. La Turquie, de son côté, offre également un soutien en matière de défense et de renseignement. Face donc à la consolidation du pouvoir des dirigeants militaires au Sahel, le président ivoirien Alassane Ouattara a demandé à son homologue ghanéen le 5 mars de servir d'intermédiaire entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Oui, on aurait pu s'attendre à ce que le président Ouattara, figure de proue de cette région économique, c'est-à-dire la CEDEAO, prenne l'initiative de convaincre les États de l'AES. Mais c'est un nouveau chef d'État du Ghana qui a été sollicité. Cette situation illustre les plaintes des États de l'AES concernant la manipulation dont la CEDEAO est victime. Le président Ouattara étant lui-même accusé d'être influencé par la France, et donc inaudible. Le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO est justifié par des accusations de manipulation, notamment par la France. Depuis un an, les dirigeants maliens, nigériens et burkinabés n'ont pas ménagé leurs critiques envers la CEDEAO, qu'ils accusent d'être sous l'influence de puissances extérieures. Toutefois, il convient de reconnaître que ces accusations pourraient contenir des éléments de vérité, nécessitant une réflexion approfondie sur la gouvernance et l'indépendance des institutions régionales, particulièrement en Afrique. Les États membres de l'AES ont décidé de maintenir leur engagement au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire l'UEMOA, échappant ainsi aux accusations de manipulation qui pèsent sur la CEDEAO. En réaffirmant leur adhésion à cette institution, qui fait partie intégrante de la CEDEAO, les dirigeants de l'AES visent à atténuer les impacts économiques potentiellement déstabilisants que pourrait engendrer une crise soudaine dans leur région. La libre circulation des personnes et des biens demeure donc assurée dans cet espace, regroupant 8 pays dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin, ce qui contribue à limiter les enjeux des négociations à venir. Il est donc crucial de souligner que le véritable défi réside dans la nécessité de la CEDEAO de redéfinir une vision claire pour l'avenir et de répondre aux accusations de manipulation qui la frappent, tout simplement. Avant de se rendre au Niger,
Et ça, ce point va vous permettre de constater que, à l'occasion des conflits, des opérateurs de grands enjeux économiques en géopolitique naissent. Avant de se rendre au Niger, John Dramani Mahama a effectué une visite au Mali samedi le 8 mars, où il a été accueilli par le général Assimi Goïta. Selon les déclarations de la présidence ghanéenne, cette rencontre a permis d'initier des discussions sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité face à la menace croissante de l'insurrection et du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le retrait des États de l'AES les plonge dans une crise structurelle à la réalité, notamment en ce qui concerne leur accès à la façade maritime. Ce défi est d'une importance capitale, étant donné que 90% du commerce international transite par voie maritime. Situation de blocage pour les États membres de l'AES. Cependant, il ne s'agit pas d'un problème récent ou exclusivement causé par le départ de la CEDEAO. C'est une situation qui préexistait et avait été atténuée par des infrastructures portuaires d'emprunt. À ce stade, le véritable enjeu réside dans l'intégration régionale malgré des perceptions multilatérales divergentes. Oui, cette conjoncture crée une opportunité économique que le président ghanéen souhaite capitaliser, en dépit des difficultés à réintégrer les États de l'AES au sein de la CEDEAO. Vous voyez, il est face à un double enjeu. Une opportunité économique se crée. Il est nécessaire que les États de l'AES intègrent la CEDEAO. Et il compte capitaliser sur l'ensemble de ces enjeux. Sa mission revêt ainsi une double finalité. Il a d'ailleurs annoncé que les installations portuaires ghanéennes seraient mises à disposition du Mali, qui ne dispose pas d'accès maritime. Cette offre s'étend également au Niger et au Burkina Faso. Le président Mahama a souligné l'importance du commerce de transit dans la région, en proposant l'accès aux ports ghanéens situés sur l'océan Atlantique. Il a gagné la faveur du leader de Bamako, qu'il a qualifié de frère, avec qui collaborer pour renforcer les liens en matière de sécurité et de développement. En mettant à disposition ces ports pour les 3 pays enclavés d'Afrique de l'Ouest, le Ghana affiche clairement ses ambitions. Avec un marché de plus de 74 millions de consommateurs, il est déterminé à tirer parti des opportunités économiques qui se présentent, quand bien même l'enjeu de la réintégration des États membres de l'AES se pose tout aussi avec acuité. C'est cela, les relations internationales, les relations d'intérêt, comme le dit le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Les relations internationales sont les relations d'intérêt et non les relations d'amour. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette analyse. Nous vous invitons à vous abonner à cette page. Nous livrons vos impressions à la section réservée aux commentaires et bien vouloir partager nos contenus parce que votre soutien nous est fondamentalement prioritaire et important. Le trafic dans le digital est la monnaie et nous le sollicitons auprès de vous. Une fois de plus, merci et à très bientôt.